Merci vraiment de cet accueil. Oui, donc moi je travaille, c'est un peu particulier, je crois qu'on n'est pas nombreuses à faire ça. Je travaille en binôme donc depuis 13 ans avec Manon. Et vraiment, on s'efforce de raconter une histoire, donc moi avec mes images, elle avec ses mots, et de faire en sorte que mes images n'illustrent pas ses mots et ses mots n'illustrent pas mes images. Et oui, moi, je suis pas une grande technicienne, donc c'est vraiment le souci de à chaque fois prendre une photo qui véhicule un message ou qui apporte quelque chose à l'histoire qu'on doit raconter. Celle de ces gens qu'on va voir qui vivent souvent des situations intenses et extraordinaires parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a la guerre. Merci. Juste un petit retour en arrière, j'ai oublié de préciser, on a prévu des questions-réponses, mais bien évidemment, la parole vous sera donnée et un micro circulera. Reprenons donc. D'où vous est venue votre vocation de journaliste ? Quand j'étais en stage dans un journal local en Angleterre pour la première fois en 2003, ils m'ont envoyé en Afghanistan. Et j'ai eu un coup de foudre pour le pays et la sensation d'être vraiment à ma place. Parce qu'en fait, c'était un voyage dans le temps. C'est un peu comme si on se retrouvait 300 ans en arrière. Et il y a dans ces zones de conflit une intensité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en fait. Et comment se prépare un reportage? Puisque vous nous donnez quelques clés dans votre livre, vous introduisez chacune de vos destinations par une fiche synthétique qui mentionne notamment vos alliés, vos adversaires, les profils de ceux que vous nommez ces adversaires et vos alliés. Quels sont-ils? Alors, ce sont pas toujours les mêmes. Donc, déjà, dans le jargon journalistique, quand on part pas tout seul. On a souvent ce qu'on appelle un fixeur ou une fixeuse qui serait un peu comme une espèce de guide qui va nous ouvrir des portes, qui a des bons contacts et qui va aussi servir de traductrice ou de traducteur pendant le reportage. Par exemple, pour reprendre un exemple un peu concret, donc là vous voyez défiler des photos du Nord Yémen, qui est un pays qui depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, est complètement assiégé, vit sous embargo, régulièrement bombardé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite, et en plus de l'intérieur subit un régime de la terreur, le régime des Houthis qui ne supporte aucune opposition. Et donc là, nos alliés, on ne les connaissait pas, on pensait que ça allait être les Houthis. Et nos ennemis, c'était surtout, en fait, comme le pays était interdit aux journalistes, c'était surtout les loyalistes et la coalition. Parce qu'en fait, on a dû être passé du sud du pays au nord du pays, illégalement, dans une voiture cachée sous des burqas, quand même à peu près 10 heures de route. Et en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que les Houthis voulaient absolument nous utiliser pour leur propagande et qu'on fasse un publi-reportage sur eux. Et donc, on a eu une alliée qui est arrivée. C'était pas du tout prévu. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Donc, notre meilleur allié pour ce reportage était cette jeune fille, donc Amatoula, qui avait 17 ans à l'époque et qui était chef du gouvernement des enfants. Parce que là-bas, en fait, au Yémen, je crois que ça n'existe que dans ce pays. Chaque ministre adulte a son pendant ministre enfant. Et elle a vu la façon dont les Houthis nous traitaient, qui ne nous laissaient pas travailler librement. Et elle a décidé, avec certains de ses ministres, de nous enlever des griffes des Houthis et a pris tous les risques en nous cachant chez elle pour qu'on puisse aller à la rencontre des vrais gens et du Yémen et qu'on rapporte un message et un reportage authentique. À vous lire, la question du budget n'est pas anodine non plus.
De quels moyens disposez-vous quand vous partez au pied levé sur un terrain ? Alors, bon, comme on le sait tous, la situation de la presse n'est pas vraiment au beau fixe. Donc, les frais de production, alors les frais de production, c'est tout l'argent qu'on va dépenser sur place, donc les billets d'avion, le salaire de la fixeuse ou du fixeur, l'hôtel, la nourriture, se font de plus en plus petits. Et donc bah voilà, on essaye avec Manon en fait de partir avec un magazine pour qu'ils prennent en charge ces frais de production, en sachant que comme ils diminuent de plus en plus, il faut partir de plus en plus, enfin de moins en moins longtemps. Par contre, la qualité doit être elle la même. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment beaucoup préparer à l'avance maintenant. Et vous m'expliquez également, en se rencontrant tout à l'heure, vous étiez toujours obligé d'avoir une longueur d'avance sur le prochain reportage. Oui, parce que effectivement, maintenant, avant de pouvoir partir, il faut plusieurs validations de différents chefs de service. Et après que le budget de production passe aussi auprès de ceux qui gèrent les économies du magazine. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et bah, effectivement, comme moi, je suis, enfin, toutes les deux avec Manon, on est pigistes. Il faut, pendant qu'on est en train d'en préparer un, déjà avoir un à se mettre sous la dent pour après. Donc, on passe beaucoup de temps à chercher, faire des synopsis, envoyer des synopsis et essayer de vendre nos reportages. Et voilà, il y en a pas beaucoup qui sont pris sur le nombre de synopsis qu'on écrit. Aujourd'hui, quelle place la presse vous laisse-t-elle pour, je vous cite, être les yeux des lecteurs qui ne peuvent pas se rendre là où les conflits se déroulent ? Ce sur quoi je voulais vous interroger, c'est la notion de belle image dont vous parlez, nécessaire. Bon, oui, c'est vrai que nous, j'espère en fait ce qu'on veut faire, c'est être les yeux de ceux qui peuvent pas, par exemple, se rendre au Yémen. Et donc c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe là-bas. Et nous, on a l'opportunité, le privilège de pouvoir y aller pour vous dire, ben voilà, nous, ce qu'on a vu, c'est ça. Après, sur la question de l'esthétisation des photos, il ne faut pas tomber, je pense, dans ce piège-là, ce qui n'oblige pas à essayer de faire à chaque fois les meilleures photos possibles pour rendre d'autant plus fort le message que l'on veut faire passer, parce que ces gens qui nous accueillent, qui ouvrent leurs portes, qui partagent avec eux leur quotidien, et ben, la seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est rendre justice à leur message en faisant le plus beau reportage, le plus fort ou le plus émouvant que l'on puisse. Même si ça veut dire se retrouver dans des situations parfois très inconfortables, prendre des gens qui sont en train de, par exemple, pleurer ou qui doivent vous raconter des choses affreuses et qui doivent revivre ça. Mais en pensant que, ben oui, je suis désolée, j'ai pris la photo alors que vous pleuriez, mais c'est pour que cette photo soit vue et touche quand je rentre chez moi. Justement, les personnes que vous photographiez, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Est-ce qu'elles attendent que vous fassiez passer un message, que vous racontiez leur histoire ? Oui, ben, par exemple, sur ce reportage dans le nord du Yémen, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas de journalistes internationaux qui s'y étaient rendus, parce qu'en fait c'est interdit et c'était très 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 compliqué. Et du coup, les gens étaient plutôt hyper accueillants. Ils voulaient absolument qu'on aille rapporter ce qu'on avait vu. Malheureusement, ils ont mis, je crois... Enfin, ils nous ont donné plus de pouvoir que ceux que nous avions, et on espérait nous aussi que ça allait changer plus les choses pour eux, que de voir enfin ce qui se passait. Peut-être la communauté internationale se mobiliserait plus. Alors il y a eu des actions, ça a ouvert les yeux de certaines personnes. Par exemple, les dockers à Marseille ont décidé de ne pas charger un porte-avions des armes destinées
à l'Arabie Saoudite, donc pour bombarder le nord du Yémen. Il y a eu des grosses manifestations en Angleterre, mais je garde contact avec certains des enfants ministres. Ils sont quand même déçus du peu de réponses qu'on a apportées avec ce reportage, même si nous, c'est tout ce qu'on peut faire, en fait, passer leur message, essayer de les faire parler le plus, enfin, de le faire parler le plus longtemps. Est-ce qu'on peut passer au deuxième diaporama, s'il vous plaît, oui. Celui sur l'Afghanistan, et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de nous montrer celui-ci? Alors, l'Afghanistan, c'est là où j'ai commencé, hein, c'est là où j'ai eu mon premier coup de cœur. Et en fait, j'ai dû, je suis allée faire ce qu'on appelle les embeds, c'est-à-dire que j'ai été embarquée avec les GI américains, mais aussi j'ai pu faire des embeds avec les talibans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de similitudes entre eux que de différences. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer, parce que pour moi, c'était la première fois où je suis allée rencontrer les talibans, j'étais sûre que j'allais rencontrer le diable, parce que tout le monde en parlait comme si c'était plus des humains. Et en fait, quand je les ai rencontrés, je me suis retrouvée face à des humains. Et je crois que l'origine de beaucoup de conflits et tout ça, c'est justement de déshumaniser une partie ou une autre. Et ça n'apporte aucune solution. Et c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à vouloir montrer le monde et les actualités d'une façon très binaire, en noir et blanc, avec d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais en fait, c'est pas la réalité. Et déjà, si on veut commencer à résoudre des problèmes et qu'on se base pas sur la réalité, on va pas aller bien loin. Enfin, voilà, pour vous donner une petite anecdote, c'est quand on était donc avec les talibans. Donc eux, ils avaient, je crois, aussi peur que nous, parce que c'était la première fois qu'ils rencontraient des journalistes étrangers. Donc on marchait tous un peu sur des œufs. Puis au bout d'un moment, l'atmosphère s'est un peu détendue. Et à un moment, j'entends une musique, c'était, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était Britney Spears, Oops, I Did It Again. Et c'était la sonnerie d'un des combattants talibans. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais en fait, s'il n'y avait pas cette guerre, aussi bien ces soldats américains qui savent même pas trop pourquoi ils sont là, souvent ils sont arrivés là parce qu'ils ont été obligés de rejoindre l'armée pour payer leurs études. Et tu vois, ils ont le même âge, et aussi bien dans un autre monde, ils auraient été potes, quoi. Et selon vous, peut-on tout montrer en tant que photoreporter de guerre? Je pense qu'on peut tout montrer tant qu'on respecte la dignité de ceux qu'on photographie. Par exemple, pour montrer un mort, on n'est pas obligé de montrer forcément le cadavre de la personne. Je pense par contre qu'il y a besoin de certaines photos, moi j'appelle ça les photos coup de poing. C'est un peu comme la photo du petit enfant dans la bassine au Yémen qui souffre de malnutrition très sévère. Je pense à la photo du petit Aïdan, ce petit enfant qui avait été retrouvé sur les bords, sur la plage, quand son radeau, je ne sais pas comment on dit radeau, mais son bateau s'était échoué. Et tout d'un coup, on savait tous qu'il y avait des milliers de morts de migrants qui essaient de rejoindre l'Europe. Mais tout d'un coup, on voit cet enfant et ces chiffres prennent un visage. Voilà. Je vous cite de nouveau. La vie et le reportage ne sont pas deux mondes étanches. Les deux déteignent l'un sur l'autre. Oui, c'est vrai que souvent, dans nos valises, on ramène quelques fantômes, quoi. Mais parce que souvent, on vous montre ce qui est pas beau. Mais en fait, dans ces zones de conflit, il y a aussi des choses hyper belles qui se font. Il y a des moments de solidarité qu'on ne retrouve d'une intensité qu'on ne retrouve que justement dans ces zones de conflit. Par exemple,
j'ai couvert les gilets jaunes, une des fois où, en 1er septembre, où c'était assez violent. Et à un moment, on s'est tous retrouvés coincés devant un café parce qu'il y avait des barricades, donc il y avait des gilets jaunes, il y avait des CRS, il y avait des journalistes. Et voilà, on est tous coincés devant ce café qui est barricadé. Et le patron du café sort pour prendre un peu la température de ce qui se passe. Et puis là, il y a, je crois, un CRS qui demande s'il peut avoir un peu d'eau. Alors le cafetier dit bah oui, ok, très bien, bon ben allez-y, vous voulez quoi? Et donc là, tout le monde se met ensemble et il apporte des grenadines, des coca, de l'eau pour les CRS, pour les gilets jaunes, pour les journalistes. Et puis il demande à un de ses garçons, bah, va chercher des cigarettes. Il ramène plein de cartouches de cigarettes, tout le monde. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de situation qui ne se passe que parce que c'était une situation extraordinaire dans l'urgence. On connaît tous la réputation des cafetiers de Paris, surtout avenue Hoche. Bon, voilà, il est sorti de son... Et ce genre de situation, là, c'est anecdotique, mais dans des zones de conflit, en fait, il y a beaucoup de choses belles qui se font aussi, quoi, qui équilibrent avec les autres mauvais fantômes. Notamment, vous avez assisté et photographié un ou plusieurs mariages, il me semble. Oui, j'ai voulu montrer, parce que j'ai pas mal couvert la guerre en Syrie et en Irak, et j'ai été étonnée de voir qu'en fait, même en temps de guerre, la vie continue. Les enfants continuent de manger des glaces, des mariages se font, des naissances arrivent. Et je pensais même particulièrement en Irak, j'ai assisté à un mariage mixte, c'est-à-dire entre chiites et sunnites, alors qu'ils sont en train de se faire la guerre. Et voilà, je pense que en fait, il y a toujours de l'espoir, heureusement, avec ces enfants qui continuent à aller à l'école malgré tout, ces couples qui décident de se marier en dépit de leurs différentes religions. Et heureusement, c'est comme ça qu'ils gagnent, en fait. Vous évoquiez à l'instant les fantômes que vous pouvez ramener de vos voyages. Comment se passent vos retours en France ? Bon, maintenant que j'ai 2 petites filles, en fait, j'ai plus vraiment le luxe de dire ah non, mais il faut que je redescende de mon reportage parce que elles en ont rien à faire en fait. Elles veulent que je sois là et elles veulent me montrer leurs nouveaux dessins, ce qu'elles ont fait à l'école et tout. Et en fait, c'est un peu comme si j'enfilais des combinaisons. Quand je monte dans l'avion, j'enfile ma combinaison de reporter. Et dans l'avion du retour, je remets ma combinaison de maman. Après, il y a des moments où ça nous rattrape. Je sais que Manon aussi, elle est maman de 2 petites filles. Et quand on est rentré du Yémen, ça nous a fait le même effet à toutes les deux. Le lendemain, on a dû aller remplir notre frigo et se retrouver devant les étalages de différentes céréales, de je ne sais pas combien de différents chocolats. Ça nous a un peu donné le vertige. Tout d'un coup, on s'est dit mais c'est absurde, ce monde c'est dingue, quoi. Et puis après, il faut quand même se remettre dans le bain et puis relativiser et puis faire la part des choses, parce que si on commence en fait à culpabiliser de sa vie, ça va, je sais pas si ça va faire avancer ni le schmilblick ni voilà. Et qu'est-ce qui vous pousse à repartir ? En fait, c'est franchement, pour moi, ce boulot, c'est un peu une vocation. Hein, ça me prend aux tripes. Quand je vois ce qui se passe, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de raconter, j'ai envie de voir, j'ai envie de sentir, et j'ai envie d'y aller. Et après, une fois sur place, de raconter le plus honnêtement possible ces histoires. C'est vraiment une passion. Je sais qu'au début de la guerre en Syrie, j'étais enceinte de ma première ou deuxième fille et je regardais les actualités. Ça me tordait le ventre de ne pas pouvoir y aller. Et justement, votre prochaine destination ?
Quelle est-elle, si vous pouvez la partager? Alors, la prochaine, on part en Amazonie la semaine prochaine et on va couvrir une guerre que font une tribu d'Indiens qui s'appelle les Guararara et qui ont décidé de se battre contre ceux qui décident de brûler la forêt, de déforester pour planter de la drogue, pour planter du soja. Et ils partent avec leurs petits moyens, des arcs, des flèches, quelques vieux fusils, très courageusement se battre contre eux pour défendre leur territoire et la forêt. Merci à vous de vous être prêté au jeu Non, du merci à vous. questions-réponses. Désormais, la parole, les questions sont à vous. Je vais laisser le micro, on a des petits problèmes techniques, nous n'avons qu'un micro à faire circuler aujourd'hui, à Béatrice Coignet, directrice adjointe, qui va vous donner la parole si vous le souhaitez. Y a-t-il des questions déjà? Oui. Oh, voilà. La première main s'est levée au fond, la jeune femme. Oui, bonjour. Voilà, alors ma question, c'est, je voulais savoir si vous avez déjà eu affaire à des demandes pour censurer votre travail, que ce soit de la part des gens qui vous demandaient de faire des photos ou par exemple des personnes que vous preniez en photo. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à de la censure? Oui, ça m'est déjà arrivé, même plusieurs fois, que des gens me demandent d'effacer des photos que j'avais prises dans mon téléphone, dans mon appareil photo, pardon. Et ben dans ces cas-là, j'efface, mais en fait, maintenant, il y a un logiciel qui récupère toutes les photos, même quand elles ont été effacées. Après, par exemple, pour le voyage au Yémen, donc qui était quand même contre l'Arabie Saoudite, et finalement, bon, je vous passe les péripéties du truc, mais on est resté coincé là-bas pendant un mois. Et on a été secouru par un avion de l'Arabie Saoudite qui est venu nous chercher pour nous exfiltrer, qui nous ont supprimé tous nos appareils photo et qui nous ont pas supprimé de photos et qui nous ont rien demandé en échange. On était très très étonnés. On a pensé qu'ils allaient faire pression sur Paris Match, mais finalement non. Non, après, ça nous est jamais arrivé d'avoir des rédactions qui nous demandaient d'angler de telle ou telle sorte notre sujet. Pas encore. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est le retour qui est fait vers les populations photographiées? Vous voulez dire de notre part ou? Oui, de votre part, oui. En fait, ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple, au Yémen, on est resté en contact beaucoup avec plein de ministres du ministère des Enfants, à qui on envoie bien sûr le PDF, à qui on envoie des nouvelles. Très souvent, quand les gens le demandent, on leur envoie soit le magazine, soit le PDF. Voilà, après, en fait, on ne garde pas contact avec tout le monde, mais il y a toujours des gens avec qui on se découvre des affinités, avec qui on reste en contact et on essaye de suivre un peu ce qui se passe pour voir comment ça évolue. C'est bon, bonjour. Bonjour. Je viens du monde pétrolier et quand vous avez dit que quand je vois des événements qui se passent, je suis pris au trip pour pouvoir aller sur place. La question que je vous pose, moi, dans le monde pétrolier, quand on va dans des zones, on va dire, un peu isolées, la sécurité est très faible, comment est-ce que vous préparez votre sécurité? Est-ce que c'est vous qui préparez votre sécurité en cas de, ou est-ce que vous collaborez avec des organisations gouvernementales ou autres, ou sur local, qui puissent vous, comme vous dites, vous extirper de ces zones en cas de problème non prévu? Alors en fait, nous, dans les zones dangereuses, on va dire, ça nous arrive très rarement d'utiliser de la sécurité. Ça nous est arrivé en Somalie, par exemple, où on était vraiment obligé d'avoir en fait des miliciens avec nous pour passer les barrages des autres milices. Sinon, nous, on utilise plutôt la solution profil bas.
Et notamment au Moyen-Orient, ce qu'on utilise beaucoup, puisqu'on est des femmes, c'est la burqa, le tchadri, pour passer inaperçu et aller d'un point A à un point B sans que ce soit su qu'il y avait des étrangères dans la voiture. Parce que, en fait, on n'a juste pas les moyens d'avoir de la sécurité. Donc, l'autre façon, c'est de rester le plus discrète possible. Oui. Merci. Perpignan, visa pour l'image, c'est pas moi. Vous avez évoqué tout à l'heure un problème l'esthétique et les photos de guerre. Il y a 2-3 ans en arrière, le directeur de Visa pour l'image disait, à l'occasion d'une projection de reportage de guerre, une photo de guerre ne peut pas être belle. Que pensez-vous de cela? Non, je pense qu'il a raison, mais par contre, elle doit être forte si on veut rapporter une situation qui est forte. En fait, elle doit être à l'image de ce qu'on veut rendre. Par exemple, bon, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais moi, je trouve que le photoreportage ne doit pas être en noir et blanc, parce que on peut tous shooter en couleur, et de supprimer sciemment une information telle que la couleur pour la beauté de la photo, ça n'a pas lieu d'être dans le photoreportage. Voilà, c'est l'esthétisation, mais pas... Enfin non, pas d'esthétisation et pas à tout prix. Par contre, bon, mais ça, c'est notre métier, c'est de faire un cadre qui amène le lecteur directement sur ce qu'on veut montrer, en fait. Peut-être pouvez-vous préciser, justement, vous expliquer que vous ne retravaillez pas vos images, contrairement à une tendance actuelle d'utiliser un fameux logiciel. Non, en fait, moi, je développe mes photos, c'est-à-dire que je fais exactement ce qu'on pouvait faire à l'époque du négatif dans une chambre noire. Ça me prend 3 minutes, hein, c'est les contrastes, un peu recadré s'il faut, et puis c'est tout, en fait. Bonsoir, c'est Jean-Pierre. Je souhaiterais savoir, disons, comment se passe votre... Vous avez dit que vous partiez prochainement en Amazonie. Comment se passe votre choix? Est-ce que c'est vous qui faites le choix ou est-ce que vous êtes dirigé par divers journaux rédactionnels et qui vous rémunère? D'accord. Alors, en fait, c'est avec Manon. On se fait des séances brainstorming, on appelle ça. On boit beaucoup de café, on fume beaucoup de cigarettes et on réfléchit à une histoire qui nous intéresse à toutes les deux, qui soit visuelle et aussi intéressante en texte. À partir du moment où on trouve cette histoire, on écrit un synopsis en se disant mais ça c'est enfin je pense que Paris Match pourrait le prendre, ou le Figaro Magazine, ou Marie-Claire, ou un autre. Et à partir de là, on leur présente. Ils nous disent ok, ça nous intéresse, on est super contente, on fait un budget prévisionnel, on part pour eux. Ou comme dans la plupart des cas, non, ça nous intéresse pas et on continue de chercher. C'est pas, ouais, c'est pas, oui, voilà, c'est un. Non. Nous, on part vraiment. Enfin, en gros, quand on écrit un synopsis, c'est juste, là, on va dire pour l'Amazonie, voilà, il y a cette autre tribu d'Indiens qui se battent vraiment, qui vont à l'affrontement avec les ennemis de la forêt. Et voilà, ça va coûter tant d'argent. Paris Match dit ok, très bien, ça nous intéresse. À ce moment-là, on cherche un fixeur, donc quelqu'un qui connaît bien ces Indiens et tout ça, qui va demander quand est-ce que est leur prochaine opération. Donc là, on sait que la prochaine opération avec eux, ça commence le 9 octobre, et donc il faut y être le 9 octobre. Et donc non, on part toutes les deux, et le fixeur. Enfin, le fixeur est sur place. Oui, ça avec le fixeur, normalement on les a, il faut savoir. Alors le fixeur, c'est quelqu'un, souvent c'est un journaliste local qui a des bons contacts avec ce sujet-là, qui est assez débrouillard et qui peut aussi faire traducteur. Oui, souvent.
mais pas tout le temps. Ça peut être... là, par exemple, on revient d'un reportage qu'on a fait à Naples sur des, comment dire, des très jeunes gangsters qui ont repris la tête de la Camorra napolitaine. Et donc là, en gros, c'est un jeune de quartier qui traîne avec ces gangs, qui était, si on peut dire, notre fixeur. C'était lui qui nous a introduits dans ces groupes de gangs. Voilà. Donc en fonction du reportage que l'on fait, on s'appuie sur une personne qui a ses portes d'entrée dans ce qu'on cherche. Non, vous voulez dire mercenaire de notre part? C'est plutôt, moi je dirais plutôt que c'est un guide. Après, mercenaire, non, on le paye parce qu'il travaille pour nous, oui, c'est sûr. Oui. Ah oui. Je veux dire, le fixeur, c'est une grosse partie de la réussite du reportage. Trouver le bon fixeur, c'est déjà une partie du reportage réussi, bien sûr. On va faire circuler la parole, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame Viguerie. Vous avez l'air d'être personne sensible puisque vous évoquiez le supermarché quand vous venez ici. Ma question, c'est qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie d'être reporter de guerre? Je crois vraiment l'envie d'être sur place, de voir, de sentir, de le vivre en fait. Et d'essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on arrive dans une guerre, mais surtout de comprendre comment est-ce qu'on vit une guerre. Comment est-ce que ça se vit par les civils? Ça veut dire quoi en fait être assiégé au quotidien? Ouais, je crois que c'était vraiment à la base de la curiosité. Oui, bonsoir. Le fait d'être deux femmes, est-ce que c'est un atout pour vous? Est-ce que ça vous ouvre des portes ou pas? En fait, c'est un énorme atout. Déjà parce que dans plein de pays, on a accès aux femmes, hein, c'est quand même la moitié de l'humanité, alors que dans ces pays, ça peut être compliqué pour des hommes d'approcher des femmes. On peut aussi se cacher sous une burqa pour voyager, c'est beaucoup plus prudent et pour être plus discrète. Et notre grand atout, c'est on est rarement menaçante. On représente rarement un danger. Et donc les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus apaisés, je pense. Moi, je dis que c'est un peu comme si on était un troisième sexe, en fait, parce que on n'est pas, je parle surtout pour le Moyen-Orient, on n'est pas vraiment les femmes telles qu'ils les côtoient au quotidien. On n'est pas des hommes, on est cette espèce de truc, d'ovni qui finalement passe assez bien, quoi. Madame, et après la jeune femme. Ah non, c'est pas pour poser une question. Il y a la jeune femme qui se trouve juste là. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir comment vous gérez en fait le danger et aussi la peur qui va avec, j'imagine. Alors le danger, on essaye de préparer bien en amont quand on va sur des terrains sensibles. Voilà, par exemple, on cherche un fixeur de confiance, quelqu'un qui nous a peut-être été recommandé par d'autres confrères, parce qu'il y a des moments où on remet vraiment sa vie entre les mains d'un fixeur. Donc la préparation, après il y a des trucs assez basiques, hein, on essaye de ne pas être trop prévisible, de ne pas toujours avoir les mêmes horaires, de ne pas passer au même endroit à l'aller qu'au retour. Écouter aussi son fixeur qui lui est du terrain et connaît bien ces trucs. À un moment quand il dit il faut y aller, il faut y aller, voilà, on réfléchit pas trop. Et ensuite la peur, pour moi la peur c'est plutôt une alliée en fait. Ça me permet de rester ultra vigilante, de faire attention à ce qui se passe. C'est pas quelque chose que je déteste moi, avoir peur, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui me rend plus attentive. D'autres questions encore? Le micro arrive. Bonsoir. Compte tenu des relations franco-brésiliennes actuelles, si vous passez par le Brésil, est-ce que vous passez par le Brésil, je voulais vous demander, et est-ce que vous aurez votre passeport avec M. Bolsonaro? Alors, s'il connaît vos intentions. Alors en fait, oui, on va passer par le Brésil, mais on va y aller en visa touriste, quoi, comme si on était des touristes normaux. Ça nous arrive assez souvent. Oui, donc on va y aller pour faire du tourisme et puis on verra. Parce qu'effectivement, si on demandait un visa journaliste, je suis pas sûre qu'on l'aurait. Peut-être pouvez-vous nous réexpliquer, nous redonner le contexte de ce reportage? Alors ça, c'est sur plusieurs années et sur plusieurs pays. En gros, c'est la fin du califat de Daesh, donc entre l'Irak, surtout Mossoul, et la Syrie, Raqqa, Al-Baghouz, enfin là, en gros la guerre contre l'État islamique. Et je me suis plus intéressée à savoir en fait ce qui se passait pour les civils pris en tenaille dans ces pays, mais aussi les conséquences de après-conflit qu'on va voir là qui arrivent. Encore une fois, c'est pour essayer d'humaniser un conflit le plus possible, quoi. Après, je ne sais pas si du coup vous avez des questions sur les photos ou pas. C'est peut-être pas. Non, ça c'était en Irak. C'est un camp de familles affiliées à l'État islamique, donc qui ont été rejetées par leur village. En fait, c'est un camp plutôt prison, quoi. Ils n'ont pas le droit d'avoir le téléphone et il y a donc que des femmes et des enfants. Et ces enfants donc ne vont pas à l'école, restent dans ce camp toute la journée. C'est un peu une bombe à retardement, on va dire. Vos photos, on peut les retrouver donc dans des grands magazines. Vous avez également une actualité éditoriale prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochaines parutions? On va avoir les bébés gangsters là qui vont sortir dans Paris Match bientôt. Et là j'ai mais je sais pas, est-ce qu'il est déjà sorti ou pas aux éditions? Mais je le dis ou pas? Oui. Et Justement, on aura un petit flyer pour vous présenter les grandes lignes de cet ouvrage. L'éditeur nous a envoyé une sorte d'avant, une petite publicité. Oui, voilà, il y a donc un livre qui va sortir sur le Yémen aux éditions Pluriel. Je crois qu'ils vont faire une espèce de série en fait pour essayer sur des pays et des problématiques pour essayer de les un peu vulgariser ou qu'elles soient plus accessibles au grand public pour savoir ce qui se passe là-bas. Je crois que ça sort en octobre, non? Il y avait un petit problème chez l'éditeur, mais ça ne va pas tarder. Bon, voilà. Et voilà, l'Amazonie qui sortira aussi bientôt dans Paris Match, j'espère. Voilà. C'est déjà pas mal, ouais. Y a-t-il des toutes dernières questions? Oui, monsieur. Je vais vous passer ce micro. Il arrive. Merci, bonsoir. Juste vous demander comment vous travaillez avec votre binôme. Alors, donc moi, je prends les photos, elle écrit. Et vraiment, on travaille pas en symbiose, mais presque. C'est-à-dire que tous les soirs, dans notre chambre d'hôtel, on se fait le point. Alors, qu'est-ce qui te manque en interview? Il faudrait que tu vois qui? Et toi, qu'est-ce qui te manque en photo? Et on fait notre programme du lendemain en fonction de
de ce qui manque à l'une et à l'autre. Et vraiment, on travaille tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'elle se lève à 5 heures du matin pour que j'ai les belles lumières. Moi, je reste à toutes ces interviews tout le long parce que vraiment, on veut raconter la même histoire. Et ça nous aide aussi beaucoup, quand on parlait tout à l'heure des fantômes qu'on ramène dans nos valises, le fait de vivre ces situations à deux, de pouvoir en débriefer le soir, et après on est aussi très, très amis, et d'en reparler s'il faut quand on est rentré à Paris, ça nous aide beaucoup à digérer tout ça en fait. Justement, cette complicité, on la ressent très forte, et très fortement, pardon. Et vous nous expliquez que c'est une réelle force sur le terrain pour parfois se sortir de situations complètement bloquées et que ça vous pousse dans vos retranchements, même parfois, alors pas forcément l'exemple que vous me citiez tout à l'heure, mais à user de ruses, de subterfuges. Bon, puisqu'on est deux, c'est vrai qu'on a plus d'audace et on ose plus de choses. Bon, je raconte l'anecdote de tout à l'heure, sinon. Mais en fait, donc, quand on faisait nos enfants, enfin nos bébés gangsters, là, on avait commencé à demander, parce qu'il y a une prison pour mineurs qui existe à Naples où se retrouvent tous ces bébés mafieux qui sont arrêtés par la police. Et donc, on voulait absolument aller dans cette prison et on avait demandé les autorisations en juillet. Et elle prenait du temps, on nous disait ça va arriver, ça va arriver. Finalement, on arrivait à Naples. Et on nous a dit un matin, oui c'est bon, vous pouvez aller à la prison demain. Et l'après-midi, finalement, on ne pouvait plus y aller, c'était interdit d'aller à la prison, il fallait revenir dans 3 semaines. Et donc, on était un peu désespérés parce que vraiment on comptait dessus. Et donc, on se dit, foutu pour foutu. Manon a appelé la directrice de la prison qui travaillait au ministère de la Justice en se faisant passer pour la directrice de Paris Match et en disant écoutez madame, c'est pas possible, vous m'avez dit ce matin que c'était bon pour la prison, j'ai donc envoyé une équipe sur place, ils sont dans l'avion, comment est-ce que vous pouvez nous traiter comme ça, c'est pas, voilà, on est quand même un grand magazine, on a engagé des frais, c'est la première fois que ça nous arrive. Et finalement, nous avons eu donc la prison le dimanche pour nous, voilà. Et donc oui, il y a souvent de la petite débrouille comme ça, où il faut falsifier des permis, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, on le fait plus facilement quand on est deux.